Je vous remercie beaucoup et pour l'intérêt particulier que vous avez porté à la thématique du budget participatif. Le faire, c'est faire un choix sur le développement économique de nos territoires. J'ai le plaisir de partager cette thématique extrêmement intéressante pour nos collectivités territoriales à ma qualité d'expert en développement territorial, mais surtout de responsable des opérations du PNDL. Je crois que la CNDT a bien perçu l'enjeu de positionner aujourd'hui le débat sur le budget participatif pour que les conseillers en prennent toute la mesure et toute l'importance qui sied à cette thématique. C'est pourquoi je vais élucider le concept de budget participatif en passant en revue les dimensions sans occulter les principes, mais surtout quelques pratiques et bienfaits du budget participatif. Mais avant d'en venir au budget participatif, il est extrêmement important de faire des généralités sur le budget. Et pour faire cette généralité, je vais me baser simplement sur la famille. Nous sommes dans une société sénégalaise où la famille joue un rôle extrêmement important en tant que socle de relations, socle de réseau, mais socle de valeurs. Dans une famille, généralement, il y a des dépenses. Il y a des dépenses coïncidant à des recettes existantes. Le tout tiré sur des budgets. Et ce qu'on appelle de manière globale les dépenses et les recettes. Dans une famille, ce qu'on peut appeler les dépenses, c'est simplement à la fin du mois, le chef de famille va prendre en charge la location, va prendre en charge la nourriture, va prendre en charge l'eau, l'électricité. Et ce sont des dépenses incompressibles qu'on appelle des dépenses obligatoires. À côté de ces dépenses obligatoires au niveau de la famille, il y a des dépenses qui sont occasionnelles. Le fait d'amener ses enfants au cinéma, le fait d'aller au terrain de football, assister à un match. Ce ne sont pas des dépenses qui sont obligatoires, mais qui sont bien facultatives et occasionnelles. Vous avez vu donc les deux niveaux, en tout cas, de caractérisation d'une dépense. Obligatoire et facultative. À côté, vous avez les recettes au niveau de la famille. Et les recettes au niveau de la famille sont tirées essentiellement des revenus. Et quand vous avez un salaire en tant que fonctionnaire, vous tirez quelques revenus et ce sont là des recettes. Et dans ces recettes, il peut y arriver effectivement que vous ayez des recettes de fonctionnement et des recettes d'investissement. Donc c'est ça qui caractérise de manière générale la famille. Et il y a un équilibre entre ces dépenses et les recettes pour que la famille soit en harmonie. Rapporté à la collectivité territoriale, c'est exactement le même principe. C'est ce prolongement qui permet justement de faciliter la compréhension de la généralité du budget. Le budget au niveau de la collectivité territoriale est composé de dépenses et de recettes. Il y a des dépenses obligatoires et des dépenses qui sont facultatives. Sur les dépenses obligatoires, c'est le salaire des agents, c'est l'éclairage public, c'est la prise en charge des menus dépenses, l'enlèvement des ordures ménagères, etc., l'entretien de la voirie. Et sur les dépenses d'investissement qui sont facultatives, c'est la construction de marchés, par exemple, la construction d'une école, la réalisation d'une piste rurale, bref, tous les investissements qui sont de nature à porter le développement vers un niveau élevé et qui constituent des dépenses d'investissement. La collectivité territoriale tire ses recettes naturellement des taxes et impôts, des dotations de l'État. Ce schéma va permettre, en tout cas, d'avoir une vision globale de la structuration de la dépense et de la recette au niveau des collectivités territoriales. Pour les recettes des collectivités territoriales, généralement ce sont les fonds de dotation, les fonds de concours, les fonds d'équipement. Vous avez les emprunts, la ville de Dakar a essayé, c'est la question des emprunts, ça n'a pas en tout cas fait long feu, mais c'est une possibilité. Vous avez aussi les ressources propres qui sont extrêmement importantes pour nos collectivités territoriales et enfin la coopération décentralisée. Voilà des ressources qui permettent aux collectivités territoriales de pouvoir, en lien avec les dépenses, projeter des investissements sur le territoire. Et justement, si nous parlons des dépenses des collectivités territoriales, il y a des dépenses obligatoires, ce sont les salaires, et je le disais tout à l'heure, et tout ce qui a en tout cas trait au bon fonctionnement de la collectivité, de l'institution, qu'on appelle des dépenses obligatoires.
Il y a aussi des dépenses d'investissement liées aux investissements pour la mise en place des salles de classe, la mise en place des postes de santé, la mise en place d'un point d'eau, d'un forage, etc., etc. Donc, quand on regarde bien ces différentes rubriques, il y a un équilibre entre les dépenses et les recettes pour la collectivité territoriale, et les recettes sont tirées justement des revenus qui sont issus de l'État, des fonds de dotation, fonds d'équipement des collectivités territoriales. Et il faut qu'il y ait un équilibre au niveau de ce budget. Voilà comment est caractérisé le budget. Mais le budget qui appartient à la collectivité territoriale suit un processus d'élaboration à travers 4 grandes étapes. On simplifie pour une compréhension. La première étape, c'est vraiment le projet d'élaboration du budget, avec le maire ou le président du conseil départemental, c'est selon, avec les conseillers qui dégagent les grandes orientations, les priorités, les prévisions de recettes et les dépenses nécessaires pour arriver à un développement équilibré, centré sur l'humain. Et la deuxième étape, c'est après avoir dégagé ces priorités à travers le projet, il faut aller vers le voter. Il faut l'examiner et le voter, examiner par les conseillers et les différentes parties prenantes et procéder au vote pour dire effectivement, nous avons senti auprès de l'institution municipale une volonté de promouvoir le développement à travers le budget de l'État, à travers les recettes, à travers ses ressources propres, bref, à travers tous les revenus qui sont possibles et collectables. Mais le budget, une fois voté, il n'est pas directement exécuté. Il y a une étape extrêmement importante et c'est là où on sent le lien entre la déconcentration et la décentralisation, le contrôle de l'égalité. L'autorité administrative, que ce soit le sous-préfet ou le préfet, selon qu'on soit dans un ordre commune ou département, examine justement la sincérité du budget, le réalisme du budget, l'équilibre du budget et la question de la prévisibilité. Est-ce que toutes les dépenses obligatoires sont inscrites dans le budget? Est-ce que ce budget est réellement sincère sur la base d'une année? Est-ce que les prévisions de dépenses et de recettes s'équilibrent? Ce sont des principes d'annualité, de spécialisation, de spécificité, d'universalité du budget et qui constituent des principes fondateurs sur lesquels le contrôle de légalité va revenir. Enfin, il y a la mise en œuvre du budget et enfin le contrôle par les cours administratifs, que ce soit l'IGE ou les cours juridictionnels, que ce soit en tout cas la Cour des comptes dans le cadre de l'examen des budgets, des contrôles des budgets au niveau des collectivités territoriales. Voilà donc la structuration du budget classique avec justement des étapes extrêmement importantes comme le débat d'orientation budgétaire qui permet aux populations de savoir les grandes orientations de la collectivité pour l'année N+1, etc. Les réalisations qui ont été faites, les prévisibilités. Bref, c'est un document de projection qui permet à la collectivité, en tout cas, de mener à bien sa politique de développement. C'est extrêmement important de savoir sur le budget que c'est une prévision, une intention et non une matérialisation de ressources déjà disponibles. Là, il faut faire très attention. Et il arrive même que les recettes espérées ne soient pas collectées et que tous les investissements prévus ne soient pas réalisés. Mais mieux, il peut arriver même que de nouvelles recettes non prévues soient générées. Et dans ce cas, il faut retravailler et se réunir pour faire une inscription, en tout cas de ces recettes dans les budgets et identifier en même temps les postes de dépenses correspondantes. Vous voyez l'équilibre qui est toujours recherché dans le cadre d'un budget. Toujours, il faut savoir que les recettes dans un document ne sont jamais réunies en un seul temps. C'est progressif et c'est tout au long de l'année. Ça veut dire qu'il y a un effort pour la collectivité d'aller rechercher en tout cas des recettes ou des niches de recettes existantes et qui ont été inscrites dans le budget. Ce n'est pas un coffre-fort le budget aussi. Certains pensent que le maire se déplace avec de l'argent. Non, tout est réglementé. Le maire a ces 3 étapes de la dépense publique qui sont l'engagement, le mandatement et la liquidation. Mais le paiement se fait par le percepteur. Il y a la comptabilité publique qui est gérée par le Trésor. Et le maire ne fait qu'ordonnancer les dépenses, mais les décaissements sont faits par le Trésor. Et toutes les dépenses autorisées par le maire ou le président de conseil sont contrôlées par le représentant de l'État pour voir si elles sont conformes à la loi. Donc, vous avez vu, il y a des corps de contrôle qui suivent rigoureusement contingentés pour que le budget s'exécute correctement au profit des communautés. Voilà de manière générale sur le budget. Et à partir de ces généralités,
Mais on se dit, pourquoi le budget participatif alors? Étant entendu que le budget classique nous permet d'aller vers des investissements, de répondre aux préoccupations de la communauté. Mais il y a aujourd'hui une responsabilisation très forte des collectivités territoriales et le devoir de rendre compte qui est de plus en plus précisé dans les textes réglementaires. Mais mieux, quand vous revisitez aujourd'hui le cadre normatif de la décentralisation à travers la participation citoyenne érigée en principe, 5e principe, à travers l'ITIE pour les industries extractives, à travers la charte même de l'inclusion sociale pour une meilleure participation, l'indice Mo Ibrahim pour la gouvernance locale, la bonne gouvernance locale, il y a lieu de dire effectivement un déclic doit être noté pour qu'une meilleure participation dans la gestion des affaires locales des populations soit une réalité. Et enfin, on parle de plus en plus de mesures de performance. Et quand on veut dire performance, il y a un alignement suivant des normes communément admises du mode de fonctionnement des collectivités. À partir de ce moment, le budget participatif peut bien se positionner. Non pas comme une intention de satisfaire les besoins différenciés des hommes et des femmes, puisque cette dimension de neutralité du budget n'existe pas, mais plutôt comme une volonté d'asseoir un processus par lequel les citoyens participent au débat sur les politiques publiques. Et c'est extrêmement important. Et dire que ces populations vont décider que tout ou partie de ressources publiques disponibles soit alloué à des investissements. Et même l'implication des populations dans l'affectation et le suivi des ressources. Mais c'est extrêmement important, c'est une innovation de taille. Quand on permet aux populations de participer au débat sur les politiques publiques, de donner leur mot sur les modes d'affectation, de participer au suivi et à l'évaluation de l'affectation des ressources, il me semble que c'est extrêmement important et c'est ça qu'on appelle le budget participatif. En réalité, c'est un processus de planification de budget participatif. Ce n'est pas simplement des ressources qu'on affecte, mais il y a des phases de diagnostic, de planification, de mise en œuvre, de suivi, évaluation et de contrôle. Donc c'est bien un processus de planification, mais qui renforce une démocratie locale, directe entre administrés et population. Et le plus important dans ce budget, c'est la question de la redevabilité pour rendre compte. Et c'est un élément extrêmement important au travers desquels des dialogues d'interpellation citoyenne autour de la gestion publique locale vont être adressés. Donc, le budget participatif recoupe tout cela. C'est un processus de planification, c'est un renforcement de la démocratie directe, mais aussi c'est un mécanisme de redevabilité. Mais pour que cela soit fait, il faut l'asseoir sur la base des principes. Autant le budget classique a des principes, mais le budget participatif a des principes. Le premier principe, naturellement, c'est la participation. Il faut de plus en plus que les acteurs communautaires participent aux choix qui sont opérés par la collectivité territoriale. Mais si les acteurs participent, cela doit renforcer la transparence, le devoir de rendre compte et de rendre compte l'information à qui de droit. C'est un des principes importants. L'efficacité est aussi importante parce que toutes les ressources disponibles dans le cadre d'un budget participatif doivent être exécutées et à temps. Le quatrième élément, c'est l'inclusion. Ne laissez personne en rade. Les couches les plus vulnérables, les jeunes et les femmes, moins investis dans la collectivité, prennent leur place dans le budget participatif. La solidarité, c'est un principe important. Il peut arriver que des besoins individuels cèdent le pas aux besoins collectifs, que les besoins d'une zone cèdent le pas aux besoins d'une autre zone, et dans le cadre de l'esprit de solidarité. La transversalité pour que la question de l'équité, qui est souvent chantée, soit prise en compte dans l'affectation et la redistribution des ressources au profit des communautés via des investissements. Donc vous voyez qu'il y a des principes extrêmement importants qui encadrent le budget participatif. Maintenant, venons-en à l'approche du budget participatif. Deux grands, en tout cas, axes, structures, la pratique du budget participatif. C'est une approche, mais réellement systémique, dont le cycle varie de 1 à 2 ans en fonction des contextes, des difficultés et avancées réalisées par la collectivité territoriale. Si la collectivité est performante sur une année, elle peut faire son budget participatif. Si elle n'est pas performante, elle peut enjamber sur l'année N+1 pour finaliser les étapes. Il y a 7 justement principales étapes d'opérationnalisation du premier cycle de budget participatif. Et ça,
vous comprenez ces étapes et ces dimensions, vous avez compris le budget participatif. Dans le budget participatif, nous avons deux cycles. Le premier cycle, c'est le cycle de la participation, caractérisé par une première étape où le maire ou le président de conseil départemental affirme de par leur volonté politique, leur volonté, excusez de la répétition, de prendre part au budget participatif, d'engager la collectivité à inscrire tout ou partie des ressources au niveau du budget participatif. Certains préconisent 15 à 50% des ressources destinées au budget participatif. Ce qui caractérise le budget participatif, c'est que dès le départ, les ressources sont connues. C'est différent d'un budget prévisionnel. Quand vous avez un budget prévisionnel, vous dites nous prenons 30% de notre budget et nous le dédions au budget participatif. C'est connu, c'est acté. Et c'est ça qui fait le charme du budget participatif. C'est pourquoi à la fin, le budget participatif obéit et aboutit toujours à des résultats. Deuxième élément qui est extrêmement important, c'est le forum zonal. Forum zonal sur la base d'une répartition du territoire en zones équilibrées et homogènes, suivant des spécificités, suivant des caractéristiques, et qui font que la collectivité est répartie en zones. Et chaque zone pré-identifie les besoins nécessaires à son développement et identifie ses représentants qui sont les délégués au niveau zonal. Après ce forum zonal qui est un forum d'identification des besoins, les représentants au niveau des zones sont envoyés au niveau du forum des délégués qui se réunissent de façon beaucoup plus détaillée, de façon beaucoup plus maîtrisée pour recentrer les besoins autour de la priorité. Sur le forum zonal, on peut avoir justement une expression, excusez-moi, très expressive des besoins, mais sur le forum des délégués, c'est le système d'entonnoir, on rétrécit, suivant les possibilités de recettes et rentrées de revenus, suivant les capacités contributives de la collectivité, suivant la disponibilité des partenaires, suivant même les ressources qui ont été affectées par la collectivité au budget participatif, on recentre au niveau du forum des délégués. Et le forum communal est un lieu d'exercice de la planification qui permet maintenant d'aligner les normes sectorielles aux besoins qui ont été identifiés par les communautés et les populations. Et c'est là où on voit est-ce qu'il y a harmonie entre ce qui a été exprimé par les communautés et les normes sectorielles. Et les services techniques participent justement au forum communal qui est un moment extrêmement important. Enfin, on passe au vote et à l'approbation. Vote et approbation qui caractérise justement le débat d'orientation, l'autorité administrative qui approuve, le conseil municipal ou le départemental qui vote son budget, qui est examiné par l'autorité administrative et le processus est terminé. Et c'est là où tout le processus de la participation est matérialisé. Et le deuxième cycle qui arrive maintenant, c'est le cycle le moins réussi au niveau des collectivités territoriales. C'est l'exécution du budget. Il y arrive qu'effectivement, les ressources qui ont été prévues, étant entendu que c'est un document prévisionnel, que les ressources ne soient pas au rendez-vous, qu'il y a des déficits, en tout cas de mise en œuvre, et c'est là où il faut davantage exister pour qu'il y ait une exécution du budget concrètement. Le suivi et le bilan de la mise en œuvre, qui ne se fait généralement pas. On passe d'une année budgétaire à une autre sans pour autant faire un bilan exhaustif auprès des populations. Cette fois-ci, les journées d'interpellation citoyenne qui s'organisent autour du budget pour permettre aux maires, au président du conseil départemental de rendre compte de la mise en œuvre effective de ce budget. Donc c'est ce qui a été repris dans ce slide pour réaffirmer les différentes étapes qui ont été. Le budget participatif en Afrique, oui, depuis l'année 2003 a marqué vraiment le véritable départ des premières expériences du BP en Afrique à l'issue du sommet d'Afrique Cité de Yaoundé au Cameroun. Et depuis, un bon nombre de collectivités territoriales, rurales et urbaines se sont lancées dans la mise en œuvre du budget participatif. En 2019, on peut dénombrer plus de 956 communes dans 28 pays africains. Et c'est extrêmement important. Quand on voit ce panorama au niveau du Sénégal, le budget participatif, aujourd'hui, plus de 150 collectivités territoriales ont été dénombrées. Et le PNDL joue un rôle extrêmement important avec l'accompagnement de 105 collectivités, avec la coalition des partenaires Unifam, Usiwa et Enda Ecopop qui joue un rôle de pièce maîtresse et qui est en tout cas l'organisation qui a introduit à la limite le budget participatif au niveau des collectivités en rapport avec le PNDL qui avait mis en place le projet budget participatif Sénégal. Nous avons l'USAID Gold en 2021, 30 collectivités ont conduit ce processus. Le mouvement citoyen dans le cadre du budget participatif sensible au genre dans 10 collectivités.
le COSEC qui l'a expérimenté dans une dizaine de collectivités, l'UNICEF avec le budget l'Ami des enfants dans une vingtaine, et il existe même au Sénégal un réseau des collectivités du BP qui a été mis en place en avril 2017 avec le PNDL et Enda Ecopop. C'est dire que le Sénégal n'est pas à la traîne, bien au contraire, le Sénégal se positionne dans le budget participatif. Maintenant, quelles sont les dimensions du budget participatif? Il y en a beaucoup, mais on va lister quelques éléments. Au plan politique, l'article 344, extrêmement intéressant, qui astreint les collectivités à un débat d'orientation budgétaire et qui est un moment fort dans la validation des priorités. Il y a nécessité de créer une harmonie entre le débat d'orientation budgétaire et le budget participatif. Regardez le forum communal au niveau des étapes, et c'est là où il faut créer cette jonction entre le budget participatif et la nécessité d'un contrôle de l'égalité des autorités pour un respect des principes. On a cité 5 à 6 principes. Comment faire pour que l'autorité administrative soit au fait justement du budget et assure un contrôle de l'égalité. Le respect des engagements politiques, déjà au niveau des délibérations. Quand le maire délibère et s'engage à mettre en place un budget participatif, il y a une nécessité de respecter ces engagements. Le budget participatif avec la commission du budget qui doit être inscrite dans le Code général des collectivités territoriales. Il nous semble que c'est extrêmement important et de réviser même les dispositions du Code général des collectivités et celles relatives à la passation de marché. Pour dire quoi? Pour simplement permettre aux membres non élus qui sont dans le comité de suivi du budget participatif, mais d'avoir des voix délibératives au niveau des commissions de passation de marché. Sinon, la participation peut rester à un niveau simplement de délibération. Or, la participation doit être actée à toutes les étapes. Exécution, depuis le diagnostic à la planification et suivi et l'exécution. Au plan normatif, il faut rendre obligatoire toute dépense inscrite dans un projet de budget participatif. Étant entendu, vous n'oubliez pas que le budget peut avoir deux caractères, un caractère obligatoire et facultatif. Il faudra rendre ce budget participatif en termes de dépenses obligatoires et une norme de certification, puisque quand on prend le budget participatif à tout vent, il y a lieu d'évaporation de certains principes, etc. Et une charte de normalisation pourrait être extrêmement intéressante pour une meilleure mobilisation des fonds pour le budget. Et il faut de manière générale appuyer le développement d'un cadre légal pour la prise en compte du budget participatif dans la gestion publique. Et enfin, et non des moindres, au plan normatif, aller vers l'institutionnalisation. Quand vous avez près de 150 collectivités territoriales qui ont cette expérience, aller vers l'institutionnalisation ne paraît pas être une idée saugrenue. Au plan territorial et général, puisque le budget participatif favorise l'équité, on se demande sur les intercommunalités. Et ce serait extrêmement important de voir des intercommunalités qui adressent la question du budget participatif. Mais pour cela, il faut simplifier les critères d'adhésion. Avec le PNDL, un des premiers critères, c'est de dire la volonté de la collectivité par délibération. De dire voilà la part de l'investissement qui est allouée au budget participatif, entre 15 à 50% du budget. Est-ce qu'il y a un document de planification? L'engagement de la collectivité à participer à la prise en charge du processus, parce que le processus est assez long. L'engagement de la collectivité à promouvoir la planification ou la participation citoyenne dans la gestion des affaires locales. Et si vous avez une intercommunalité, vous simplifiez un tout petit peu les critères, vous amenez les acteurs justement sur une aire géographique beaucoup plus élargie à promouvoir des approches inclusives. Au plan fiscal et financier, c'est extrêmement important. Et la faiblesse au niveau des ressources publiques. Seuls 3 à 5% des budgets des collectivités territoriales constituent les recettes, les budgets, en tout cas national. C'est très faible, ce qui est dédié aux collectivités territoriales. Les collectivités n'ont pas les moyens de leur ambition. Et il existe de réels écarts entre les prévisions budgétaires et celles effectivement réalisées. Et cet écart est compris entre 40 à 60%. On disait que c'est un acte prévisionnel, mais il faut encore beaucoup plus. Donc, plus de 2/3 des dépenses des collectivités sont consacrées au fonctionnement. Donc, vous voyez la part réservée aux investissements et au développement. Et la dissymétrie de l'information sur les finances publiques locales entre l'État et les collectivités. C'est un problème qui a été souvent évoqué au niveau des services des impôts, etc. Mais la question demande. L'inexistence de cadre de concertation sur les finances locales, les difficultés liées à l'absence d'une tradition d'évaluation des politiques publiques, les faiblesses des collectivités territoriales
à concevoir et à mettre en œuvre des politiques publiques locales. Donc maintenant, si on voit au plan financier et fiscal, n'empêche, il y a quelques difficultés qui sont notées et c'est là où c'est très exacerbé, mais le budget participatif recèle des bienfaits pour les citoyens et les OCB. Le pouvoir d'influence sur les politiques publiques locales est réel parce que le citoyen est au cœur du processus. La correction des déséquilibres socio-économiques et qui vise à rétablir la justice sociale au niveau des communautés. L'exercice du droit à l'information qui est dévolu aux citoyens, qui de plus en plus se rapproche de l'exécutif local et comprend ce que l'exécutif est capable de faire et ce qu'il n'est pas capable de faire, mais aussi le renforcement des capacités d'intervention citoyenne. Et de plus en plus, le citoyen développe une culture démocratique et citoyenne qui renforce le tissu social et ce qui nous semble extrêmement important. Pour l'administration publique et les collectivités territoriales, c'est particulièrement la transparence dans l'administration publique et l'efficacité des dépenses publiques. Puisque tout ce qui est inscrit dans un budget participatif, il est de plus en plus exigé une responsabilité accrue de la part des dirigeants et de l'administration publique en renforçant la transparence, mais surtout, c'est important, la performance des collectivités territoriales. L'autre élément qui semble extrêmement important pour les collectivités, c'est la mobilisation des ressources supplémentaires et surtout des ressources locales, puisque les ressources propres existent dans nos collectivités territoriales, du fait de l'adhésion, du fait de la transparence, du fait de l'inclusion et de la participation de tous, il y a une mobilisation avec le BP et les acteurs acceptent de participer à la prise de décision et à l'allocation des ressources. En réalité, il y a des consensus forts qui ont été notés. Au-delà de la transparence, c'est toute la rationalisation dans l'utilisation parce que le contrôle citoyen fait qu'effectivement l'exécutif local est enclin à asseoir une certaine rationalité. Et on a noté une superposition de l'allocation budgétaire à la programmation des investissements. C'est extrêmement important. La question de la prévisibilité est aujourd'hui actée au niveau du budget participatif, mais de plus en plus, tout ce qui est prévu comme investissement est réalisé. Et ça, c'est un élément très fort. Et l'application des normes sectorielles et la correction de l'iniquité dans la répartition des investissements physiques. C'est tout le sens du plan géographique et territorial adressé au budget participatif. Quelles sont les leçons apprises? Quelques leçons apprises au terme de ce processus. La nécessité de respecter les principes pour éviter une volatilité. Certains disent simplement nous avons un budget participatif parce que nous avons associé 2 pelés, 3 tondus. Le budget participatif, je le disais, c'est un processus rigoureusement contingenté. Le deuxième élément, c'est que la dimension économique du budget participatif n'est pas encore très ressortie, car nos collectivités territoriales sont soumises à un déficit d'infrastructures sociales de base. C'est un élément à travailler. La mise à disposition des guides et outils pour promouvoir la participation, c'est un enjeu réel, mais surtout les observatoires de la démocratie participative pour assurer une veille, pour assurer une qualité des processus, pour assurer un suivi des engagements et une évaluation des processus participatifs. Quelques points d'attention, non des moindres, pour terminer, c'est de structurer le dialogue entre l'État et les collectivités territoriales sur la décentralisation fiscale. Et la CNDT doit jouer un rôle extrêmement important dans la structuration du dialogue en renforçant davantage ses actions auprès des collectivités territoriales, ce qu'elle est en train de faire. Mais il me semble que structurer ce dialogue davantage me paraît extrêmement intéressant par la mise en place des comités nationaux de finances locales. Ça peut être une bonne trouvaille pour davantage asseoir le budget. Définir un lien étroit entre la performance locale dans la mobilisation des ressources concours et les subventions de l'État. Ce n'est pas parce que des programmes sont en place, les partenaires mettent des ressources qu'il faut promouvoir la performance, mais même dans l'allocation des ressources qui sont faites par l'État du Sénégal, nous devons asseoir un lien étroit entre cette allocation et la performance des collectivités territoriales, à travers la maîtrise du profil fiscal qui permet de mieux apprécier le potentiel de la fiscalité et de se fixer des objectifs réalistes. Arriver à des résultats au profit des communautés. Le dernier, c'est l'application du principe de subsidiarité pour réellement mettre en œuvre les investissements sous le sceau de la relance des économies locales, puisqu'il y a des entrepreneurs locaux qui sont au niveau de nos territoires, dans le cadre de la mise en œuvre, qui peuvent être fortement impliqués pour la relance de l'économie locale. Au total, et c'est là où je vais finir, on peut dire, sans nous tromper, qu'il y a bien des raisons d'espérer
avec une approche territorialisée du budget sous un versant participatif et inclusif au Sénégal. Je vous remercie de votre attention.